Bonjour à tous, bienvenue dans Avocat, l'émission juridique que vous attendez, l'émission qui répond à toutes vos questions de manière très concrète, très simple, très accessible. On passe en revue tous les domaines du droit qui vous intéressent. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule adresse pour envoyer vos questions, www.avocat.net. On a sur le plateau aujourd'hui trois avocats très sympathiques et très compétentes, chacune dans leur domaine. On va les présenter tout de suite, à commencer par maître Dalia Arfi El-Kaïm, notre avocate en droit social aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Dalia? Ça va, Pleine forme? En pleine forme. C'est tant mieux, restez comme ça. Dans quelques minutes, une question en droit social pour vous aujourd'hui, Dalia. À vos côtés, maître Dominique Benatar, avocate au barreau de Paris. Bonjour Dominique. Bonjour Yves. Quand ils vous écoutent, les bailleurs tremblent, ils ont peur. Et les locataires sont contents, souvent, c'est comme ça, parce que c'est des questions sur les beaux d'habitation aujourd'hui avec vous. On en saura un peu plus tout à l'heure. Et puis à vos côtés également, maître Nadine Holzer, avocate au barreau de Paris. Bonjour Nadine. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien. Question en droit de la famille dans un instant également pour vous. On va commencer avec Dominique Benatar. Allez, allons-y, on va parler d'appartement tout de suite, Dominique, avec une question qui vous a été adressée par un téléspectateur qui s'appelle Antoine et qui habite à Paris, figurez-vous. Antoine. Il est en négociation, écrit-il. Je suis en négociation avec un agent immobilier depuis début septembre, ça fait quelques temps, pour la location d'un appartement. Dans l'agence, l'affiche concernant l'appartement indique clairement que la commission correspond à 1 mois de loyer. Ah, vous voyez où il veut en venir. Nous signons enfin à la fin du mois car il a obtenu l'accord des propriétaires sur ma candidature. Mais est-ce que le montant de la commission annoncée est le bon? Alors, est-ce que la commission d'agence pour une location, c'est bien 1 mois de loyer ou notre ami Antoine, il peut aller se plaindre? Question de grande actualité. Là. Eh oui. Alors, on a un agent immobilier qui exerce à Paris pour un appartement à Paris. On est, il a dit début septembre, c'est ça. Donc début septembre, notre ami Antoine commence à chercher une location d'appartement. Donc à ce moment-là, que la commission d'agence corresponde à 1 mois de loyer paraît correspond aux usages habituels en région parisienne et en France. C'est le montant classique de la commission des agences. Hein. Voilà, tout à fait. S'il nous dit maintenant qu'il signe à la fin du mois... Donc plus tard que septembre 2014. Hein. Plus tard que le 15 septembre 2014. Le 15 septembre 2014, un décret d'application de la loi Allure concernant notamment Paris, puisque ça a été limité à quelques grandes villes où on indique que la location est très tendue. Voilà. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est tendu la location à Paris. C'est pas faux en plus. Et lors de la signature, alors ce qui compte, c'est pas les négociations préalables, c'est la date de signature du bail. Et à la date de signature du bail, on sera post 15 septembre. Et à ce moment-là, l'agent immobilier, il devra demander quelque chose de limité. Oui, parce que la loi est passée, donc ça a changé la commission. Absolument. Combien est-ce qu'il doit... Qui correspond non au montant du loyer, mais à la surface. Donc ça fait quand même une grande modification. Et c'est 12 € du mètre carré. 12 € du mètre carré pour la commission. Donc on fait il nous a pas dit le montant du mètre carré. Oui, il ne nous l'a pas dit, mais admettons 100 mètres carrés, donc 1 200 € de commission d'agence. Oui, donc ça réduit considérablement. Ah oui. Donc c'est vrai que pour les agents immobiliers, c'est un manque à gagner important. Oui, pour les locataires, c'est un gain important, une possibilité en tout cas de louer beaucoup plus facilement. Donc c'est très intéressant. Parce qu'il faut bien se souvenir que depuis le 15 septembre 2014, c'est plafonné, enfin en tout cas c'est un barème c'est pour, exactement plafonné. plafonné pour les commissions d'agence, donc sur certaines grandes villes dont Paris, pour les locations. Donc ce n'est plus 1 mois de loyer classiquement comme on faisait, c'est 12 € par mètre carré. Donc on calcule, on voit combien ça fait. Et si ce n'est pas ça, on dit à l'agent immobilier, vous n'avez pas vu la loi, vous n'avez pas regardé Avocat aussi, l'émission. Des gens qui ne regardent pas cette émission, ça je ne comprends pas. Alors effectivement, certains vont essayer, tout le monde ne le respecte pas encore. Hein, oui. Bon, en tout cas, vous résisterez, mais en connaissance de cause, puisque maintenant on sait que c'est effectivement plafonné et que vous pourrez dire à votre agent immobilier, moi je connais la loi, monsieur, ou madame. Eh bien, sachez que c'est 12 €. Merci beaucoup, Dominique Benatar, avocate au barreau de Paris, sur cette question très intéressante. Et c'est vrai que quand on parle d'appartement, eh bien, on parle souvent de couple, parce qu'on se marie, on aménage, on se sépare, on est tout seul dans le couple et dans l'appartement. Et puis, à vos côtés, c'est justement Nadine Holzer, avocate au barreau de Paris, qui nous parle du droit de la famille, avec une question qui vous a été adressée, ma chère Nadine. C'est pour vous, elle n'est que pour vous cette question. Elle n'est pas pour Dalia, elle ne prend personne d'autre. C'est Bertrand de Strasbourg qui nous l'envoie. Mon ami et moi, nous séparons. Non, encore décidément. Nous avons acheté ensemble une maison. J'ai payé seul le crédit de la maison.
le partage de la maison sera-t-il quand même le même, c'est-à-dire à 50-50 hein? Il y a un des deux qui a payé tout seul le crédit de la maison, il se sépare, est-ce qu'on partage 50-50 la maison, bien qu'un seul de deux ait financé le crédit? Et puis il y a une autre question qui complète, on en parlera aussi, un peu dans la même lignée, hein. Il m'a posé deux questions en fait Bertrand, c'est le fait qu'il ait également participé aux travaux lorsqu'il y a une séparation, donc on partage, du coup on liquide, est-ce qu'on doit lui donner de l'argent parce qu'il a financé les travaux en partie? C'est un peu une question qui se rejoint aussi. Hein. Voilà. Alors Yves, vous voyez, on est toujours dans notre problème de concubinage. C'est-à-dire que quand on est concubin, il n'y a pas de texte. Il faut qu'on se débrouille puisque, par hypothèse, on n'a pas signé de contrat. Donc comme il n'y a pas de contrat, on fait appel à la théorie de ce quasi-contrat qu'on appelle l'enrichissement sans cause. Puisqu'il y a finalement le patrimoine du concubin qui s'est appauvri, et puis il y a un patrimoine qui s'est enrichi, et puis est-ce qu'il y a une cause au fait qu'il y en ait un qui se soit appauvri, l'autre qui se soit enrichi? Ouais. Et donc là, on est, je dirais, dans une construction jurisprudentielle au cas par cas. C'est pour ça qu'on a beaucoup de questions de téléspectateurs, parce qu'il n'y a pas de règle vraiment. C'est pour ça que le concubinage, c'est à la fois très simple, au revoir, je t'ai assez vu, je rentre chez moi, et c'est en même temps très compliqué, si effectivement on a acheté une maison ensemble ou séparément, on a vécu ensemble pendant 20 ans, il y en a qu'à tout payer. Évidemment, comme on s'aimait, on n'a pas fait les comptes. Et le jour où on se sépare, aux catastrophes, je repars avec rien. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Voilà, c'est bien connu. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est bien connu. Je le dis toujours. Mais quand même, si on veut être prudent... Voilà. Alors, si on veut être prudent, on se marie, puisque là, finalement, il y a plein d'articles qui prévoient la séparation. Et puis, si on n'est pas prudent, j'ai envie de donner comme conseil, soyez quand même prudent, gardez vos factures. Parce que le jour où vous allez vous séparer, vous allez être obligé d'abord d'apporter la preuve du fait que vous avez payé. Et puis, est-ce qu'effectivement, moi, je suis propriétaire, mon concubin a payé le crédit, ou mon concubin a fait tous les travaux dans la maison, est-ce que je dois lui rembourser quelque chose? Eh bien, la réponse, c'est ça dépend des cas. Parce que vous avez des décisions de justice qui disent oui et des décisions de justice qui disent non. Alors, ça n'arrange pas notre auditeur. Non, c'est pas terrible pour lui. Alors, on va regarder si celui qui a financé a tiré une contrepartie personnelle. Ou s'il a agi par intérêt personnel, parce qu'il avait l'intention de s'installer dans cette maison plus tard, ou effectivement, on va mettre en balance le montant des sommes qui ont été versées, et puis l'avantage que le concubin qui a payé en a retiré. Parce qu'évidemment, il a payé, mais d'un autre côté, il a été logé gratuitement pendant 20 ans dans cette maison. Donc, et puis, il payait le crédit, mais il ne participait pas aux charges de la vie courante. Donc, les tribunaux, au cas par cas, on va être obligé de plaider des dossiers extrêmement complexes en démontrant les revenus, comment on participait, qui payait quoi, donc d'où l'importance de garder. Ou pas, du coup. Est-ce qu'il y a eu effectivement enrichissement d'un patrimoine sans cause? Mais la cause, c'est j'habite dedans, donc c'est causé, j'en profite. Par contre, si j'ai effectivement payé des sommes énormes, exagérées, genre j'ai tout payé, j'ai acheté le château. Bon, là, effectivement, aujourd'hui, elle est propriétaire d'un château et moi, je repars, il me reste la citrouille. Donc, ça selon va la plus. situation, ça ne pourra pas coller. Voilà. Et donc, la difficulté de ces dossiers est complexe. On a une abondante jurisprudence. Il faut être prudent. C'est pour ça que je dis la situation de concubinage reste quand même quelque chose toujours sur le fil du rasoir. C'est vrai. En tout cas, c'est au cas par cas. Merci beaucoup, Nadine. Et voilà, notre téléspectateur doit regarder. Le mieux, c'est de prendre un avocat qui va vous expliquer, selon effectivement votre situation personnelle à vous, si vous auriez droit à quelque chose ou pas, si on rentre dans le cas de cet enrichissement sans cause ou pas. Donc, c'est vraiment selon l'espèce. À vos côtés, un tout petit peu plus loin, parce qu'on a un grand studio, donc il faut marcher, il faut faire quelques mètres. On arrive à vous, Dalia Arfi-El-Kaïm, avec une question en droit du travail aujourd'hui, parce que vous êtes également spécialisé en droit du travail et droit commercial, donc ça dépend un peu des émissions. Alors, c'est Yves, c'est pas moi, c'est Yves du Havre. Voilà. Je ne le connais pas. Mon salarié me demande de lui signer une rupture conventionnelle. On parle souvent de la rupture conventionnelle, car il souhaite créer sa propre entreprise. Alors, il nous écrit, Yves, est-ce que je suis en droit de refuser? L'employé veut une rupture conventionnelle et l'employeur n'a pas tellement envie, lui. Trop envie. Alors, est-ce qu'il est un peu contraint ou il a complètement sa liberté de dire non, je ne veux pas, on fait autrement? Il a le droit de refuser. Encore heureux qu'il ait le droit de refuser. De la même manière qu'on ne peut pas obliger un salarié à démissionner, en France, on ne peut pas obliger un employeur à régulariser une rupture conventionnelle. Et finalement, encore heureux. Alors, c'est vrai que c'est un dispositif législatif assez récent qui est très prisé en France
actuellement, qui est très utilisé dans les entreprises, qui arrange beaucoup d'employeurs, qui arrange beaucoup de salariés. Mais il y a aussi parfois beaucoup d'abus. Ouais. Vous avez des salariés qui en ont... il y a des salariés qui en ont tout simplement assez de travailler pour leur employeur, qui ont envie de se reconvertir, de faire autre chose, d'élever leurs enfants. Alors pourquoi démissionner lorsqu'on peut bénéficier du chômage ? Oui, voilà, c'est le principe de la rupture conventionnelle, parce que la rupture conventionnelle vous donne droit au chômage. Donc du coup, vous avez certains salariés qui vont essayer de forcer la main à l'employeur pour obtenir satisfaction, alors que parfois on n'arrive pas à s'entendre en bonne intelligence. Alors c'est justement pour s'assurer du libre consentement des parties que le législateur a instauré tout un formalisme pour encadrer la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, l'acte en lui-même, qui est un formulaire CERFA en fait qu'on régularise et qu'on envoie à l'administration, très simple. On l'a déjà dit. Très simple. Maintenant, ce formulaire, il est précédé d'un ou plusieurs entretiens. Et lorsqu'on le signe, il y a un délai de réflexion pour chaque partie de 15 jours. Comme ça, chacun peut revenir sur sa décision si elle a été prise de façon un peu hâtive. Et ce n'est qu'à l'issue de ce délai qu'on l'envoie pour homologation à l'administration qui dispose elle-même de 15 jours pour répondre. Donc, à la suite de ça, il faut savoir que le salarié, il a le droit de remettre en cause la rupture conventionnelle, enfin le principe de la rupture, en disant par exemple que son consentement a été vicié, qu'il a été trompé, dans un délai de 12 mois. Devant les prud'hommes. Alors, évidemment, ça ne va pas arranger notre employeur. Oui, parce qu'il est toujours en suspens d'une procédure éventuelle. Parce que d'abord, ça peut être remis en cause dans le délai de 12 mois, et puis le salarié ne part pas les mains vides. Lorsqu'on régularise une rupture conventionnelle, on doit régler au salarié ce qu'aurait été au minimum l'indemnité légale, voire prévue par la convention collective si c'est plus favorable. Donc ça a quand même un coût pour l'employeur et je comprends parfaitement qu'il n'ait pas envie d'accepter ce monsieur. Oui, alors il faut savoir parce qu'il a rien à gagner. Voilà, le législateur a voulu éviter les abus. Et depuis le 1er juillet 2014, le délai de carence pour pouvoir prétendre à l'indemnisation chômage en cas de rupture conventionnelle a été augmenté pour tout ce qui concerne les indemnités supralégales, c'est-à-dire lorsqu'on donne plus aux salariés que le minimum de ses droits dans le cadre de la rupture conventionnelle. Ouais. Et ainsi, le délai a été porté, avant c'était 75 plus 7, le délai a été porté à 180 jours plus 7, c'est-à-dire 6 mois, donc c'est beaucoup. Et pour connaître... Voilà, pour connaître exactement le délai de carence, eh bien, on fait un petit calcul, on prend le total de l'indemnité conventionnelle qu'on divise par 90, alors qu'avant, on le divisait par le salaire journalier de référence. C'est un peu technique. L'idée, c'est d'aller voir un avocat, mais à retenir, c'est que l'employeur, en tout cas, quand même, a cette protection dans ce délai supplémentaire, et l'employé aussi, finalement. En fait, c'est pour décourager les ruptures conventionnelles abusives que ce délai a été prévu. C'est ça, surtout quand vous avez des indemnités très importantes. D'accord. Bon, en tout cas, le mieux, c'est quand même de demander à son avocat, mais on a compris effectivement que ça avait un peu bougé. On ne peut pas l'obliger. On ne peut pas l'obliger, ça c'est la réponse effectivement qu'il voulait entendre certainement, mon cher Yves du Havre. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse. Merci à toutes les trois pour vos explications très claires dans vos domaines respectifs. Si vous avez des questions à nous poser, ou à poser en tout cas à nos avocats, n'hésitez pas. Avocat.net, c'est l'adresse du site internet. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Avocat. À bientôt.